Trump est maintenant tellement impliqué dans la formation de son cabinet et de son équipe qu'il n'a pas le temps de faire des déclarations publiques. En fait, beaucoup de choses dépendent des personnes qui occuperont les postes clés, y compris pour l'Ukraine, et la situation peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Différents noms circulent en ce moment, mais il n'y a pas encore d'annonce. Il faut comprendre que souvent, différentes forces, différentes personnes, injectent délibérément de fausses informations dans les médias concernant les candidats possibles à des postes spécifiques, car c'est aussi un élément de la lutte politique interne pour les postes. Elon Musk, qui est très proche de Trump en ce moment, et qui est très susceptible d'occuper une fonction quelconque, était présent lors de la conversation téléphonique entre le président élu Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine dernière, après que les résultats de l'élection ont été connus. De nombreuses personnes ont prêté attention aux commentaires de Musk sur le réseau X à propos de la guerre. Les massacres insensés vont bientôt cesser. L'époque des profiteurs de guerre touche à sa fin. C'est littéralement ce que Musk a écrit, et il est clair que l'équipe de Trump prendra des mesures dans ce sens. Mais quelles seront-elles? J'ai réalisé un reportage à ce sujet, et vous propose de le regarder ci-dessous. Washington se prépare déjà en force à l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Cette décoration, juste en face de la Maison-Blanche, est réduite au défilé qui aura lieu le 20 janvier. Des processus similaires, mais invisibles à l'œil nu, se déroulent au sein de l'élite politique américaine. Aujourd'hui, l'architecture de la nouvelle administration de la Maison-Blanche est en train d'être construite, ce qui reformatera le présent politique non seulement des États-Unis, du monde et de l'Ukraine. Et ici, les évaluations des observateurs vont de la catastrophe à un risque plus élevé, mais aussi des chances plus élevées pour l'Ukraine. Au Mar-a-Lago, le club d'élite fermé de Trump en Floride, les jeux de recrutement sont affamés ces jours-ci. De nombreux candidats aux plus hautes fonctions gouvernementales arrivent pour des entretiens. Ils proposent leurs idées et leurs concepts au 47e président élu, construisent des alliances et détruisent les concurrents. De nombreux membres de sa première administration ont décrit dans leur mémoire à quel point Trump peut être imprévisible lorsqu'il s'agit de former une équipe. John Bolton a été interviewé pour le poste de conseiller à la sécurité nationale immédiatement après les élections de 2016. Et, à l'époque, selon des sources, Trump n'aimait pas sa moustache. Mais Trump est revenu vers John Bolton quelques années plus tard. Au cours de son premier mandat, M. Trump a changé 2 secrétaires d'État, 4 conseillers à la sécurité nationale, 2 ministres de la Défense et 4 chefs d'état-major. Le président lui-même a encouragé le chaos, les intrigues et les luttes sournoises entre ses subordonnés. Trump est désormais entouré de nombreuses personnes d'horizons et de points de vue différents. Sa politique étrangère dépendra en grande partie de la personne qui sera capable de lui vendre ses idées cette fois-ci, explique l'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, John Herbs. Nous savons qu'il existe 2 camps autour du président élu Trump. Le premier se compose principalement de naïfs qui ne voient rien de mal à cesser d'aider l'Ukraine et à laisser Poutine gagner. Le second est constitué d'hommes d'État influents, tels que Mike Pompeo et Robert O'Brien, qui sont conscients de l'enjeu que représente pour les États-Unis la question de la Russie soutenue par la Chine, avec les troupes et les armes de la Corée du Nord. Si ce groupe obtient une influence écrasante, nous aurons une politique forte, beaucoup plus forte que sous la présidence de M. Biden. Pendant la campagne, M. Trump a promis à plusieurs reprises de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, en appelant simplement Poutine et Zelensky et en leur disant quel compromis chacun d'entre eux devrait faire. Après son triomphe aux élections, Trump l'a répété à nouveau. Je suis prêt à rompre le silence de Washington et à parler à Poutine. Le président sortant Joe Biden a passé le dernier appel téléphonique à Moscou avant l'invasion à grande échelle. Contrairement à M. Biden, M. Trump n'a pas qualifié M. Poutine de criminel de guerre ou de meurtrier. Au contraire, il a souligné qu'ils entretenaient de bonnes relations et a parlé de la guerre en Ukraine comme d'une sorte de trouble abstrait auquel il fallait mettre fin immédiatement. Sa méthode pour résoudre les affaires est un accord, où chacune des parties à part lui perd quelque chose et gagne quelque chose.
Je ne pense pas que Trump comprenne de quoi il s'agit dans cette guerre. Pour lui, le monde entier est un accord à conclure, et il maîtrise cet art de conclure des accords. Il sait le faire. Le problème, c'est que lorsque tu ne réalises pas quel est le prix, lorsque tu ne comprends pas ce qui est important pour les parties, tu peux parvenir à un accord qui ne sera avantageux que pour une seule partie. Et ma crainte est qu'ils réunissent Poutine et Zelensky dans une même pièce et proposent un accord inacceptable pour l'Ukraine. Donc, il n'y aura pas d'accord, et ce ne sera pas la faute de Trump, car Trump n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Ce sera la faute de Zelensky ou de Poutine, et il y a une probabilité qu'il voit le problème avec Zelensky. Zelensky s'est déjà entretenu au téléphone avec Trump la semaine dernière. Selon les médias américains, en plus du président élu, son allié Elon Musk était également en contact du côté américain. Le Wall Street Journal affirme que Musk communique régulièrement au téléphone avec Poutine. Mais la conversation entre Trump et Zelensky s'est bien déroulée, selon Axios, et n'a pas laissé à Zelensky un sentiment de désespoir. Ces sentiments au sein du bureau du président ukrainien sont confirmés par le journaliste de Time Simon Schuster. L'attente, du moins du côté ukrainien, est que Trump se rende rapidement compte qu'il est impossible de négocier avec Poutine. Poutine n'acceptera aucune solution modérée. Il veut un accord qui fasse paraître les États-Unis faibles, Trump pathétique et l'Ukraine vaincue. Cela pourrait être l'occasion pour l'Ukraine de convaincre le président américain. Trump, même s'il a de la sympathie pour Poutine, ne va pas passer pour un faible, et encore moins pour un partenaire junior du dictateur russe. Tous ceux qui ont eu affaire au président Trump disent que le principal moteur de toutes ces décisions est l'image qu'il donne de lui-même aux yeux du monde, et qu'il veut être perçu comme un dirigeant tout-puissant et décisif des États-Unis. C'est l'une des raisons pour lesquelles Trump a été le premier à autoriser la vente d'armes américaines à l'Ukraine. Trump, c'est une augmentation des risques, mais dans les conditions d'un jeu correct et de possibilités plus élevées. Trump n'aime pas l'Ukraine. Il n'y a aucune raison de croire le contraire. Mais Trump devient le premier président américain à signer un permis pour la vente des fameux javelins anti-chars à l'Ukraine. Pourquoi l'a-t-il signé? Pour montrer qu'il n'est pas comme Obama, qu'il n'est pas un lâche, et c'est pour cela qu'il a donné les armes, mais aussi avec un avantage pour l'Amérique, parce qu'elles ont été payées. Un autre élément fondamental pour comprendre Trump est qu'il perçoit tout et tous ceux qui l'entourent comme des outils pour atteindre ses objectifs. Par exemple, en 2019, il a gelé l'aide militaire à l'Ukraine pour obliger Kyiv à enquêter sur l'affaire concernant son adversaire politique, Joe Biden. Dans son monde, cette forme de relation est un service pour un service de la manière la plus organique. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qui va au-delà de la politique classique. Pour lui, c'est de la politique et il ne s'agit pas de chantage pour faire taire son interlocuteur. C'est tout à fait sa conception de la politique, de la manière dont elle doit être menée. L'idée de faire basculer Trump du côté de l'Ukraine se heurte à de nombreux obstacles, le principal étant Poutine, qui tentera d'utiliser Trump pour déstabiliser et affaiblir l'Ukraine autant que possible en manipulant la paix selon les conditions de la Russie. Le vice-président élu J.D. Vance a défini le cadre d'un tel retrait pacifique. Le vice-président de Trump, J.D. Vance, a rendu public ce qu'il pense être le règlement. Il s'agit de renoncer à la Crimée et au Donbass, de tracer la ligne de démarcation le long de l'actuelle ligne de contact militaire, qui deviendra essentiellement la nouvelle frontière russe, et d'obtenir l'engagement de l'Ukraine qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. Je pense que c'est une bonne affaire pour Poutine, mais c'est inacceptable pour l'Ukraine. Le président Zelensky a souligné à plusieurs reprises que son objectif était les frontières de 1991 et que l'Ukraine ne céderait aucun territoire. L'Ukraine reste dépendante des livraisons d'armes des États-Unis. Les derniers fonds alloués par le Congrès seront épuisés sous l'administration Biden. On ne sait pas ce que feront Trump et le Congrès, qui aura évidemment une majorité républicaine dans les deux chambres. Plus tôt, M. Trump avait reproché à M. Zelensky d'être le meilleur vendeur du monde, et à chaque fois, il quitte Washington avec des milliards de dollars en poche. Quelle sera la position de Trump en tant que président? Nous le saurons bien assez tôt. L'Ukraine compte encore de nombreux amis parmi les républicains du Congrès. De Washington, États-Unis, Olga Kushilenko, Maxim Shinkarenko,
TSN, Tijden.